Sur l'allée principale de Saint-Martin-de-Crau, deux chevaux tirant une charrette laissaient entendre le bruit de leurs sabots sur le sol inégal. Une automobile passa. Une femme éloigna les enfants de crainte qu'ils ne se fassent écraser. En ce joli mois de mai, sur le trottoir faisant office de terrasse à un café, on prenait l'apéritif, comme chaque jour lorsque midi approchait. Quelqu'un arriva à bicyclette, c'était Léon. On le vit venir de loin tant son sillage était aléatoire. Il portait une paire de bottes en caoutchouc à la main, balançant le bras pour mettre le fardeau en évidence. Sans répondre à l'invitation des amis qui lui faisaient signe de s'asseoir au soleil, il posa son vélo contre le volet et entra brusquement dans le bar. S'adressant à la cantonade, il clama la nouvelle. « Salut tout le monde ! Il vient de se passer une chose terrible que si je vous le dis, vous allez me prendre pour un fada. » Léon tombait à pic. À cette heure de la journée, c'était l'affluence. C'était autant de monde pour écouter ce qu'il avait de si important à dire. Cessant tout bavardage, les consommateurs attendaient la suite. Le verre de pastis immobilisé dans sa trajectoire. Léon poursuivit. Adoptant un air des plus attristés, il brandit les bottes. « C'est tout ce qui reste de l'arroseur des poulagères. »« C'est pas possible, pauvre Fernand. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» avança un consommateur catastrophé. « Ben le reste, c'est malheureux à dire, mais c'est un serpent qui l'a mangé, » ajouta Léon, la voix faussement teintée de désespoir. « Un serpent ?» s'étonna un autre, les yeux exorbités. « Comme je vous le dis, je sais pas d'où il sort. »« Et tu l'as vu, toi, ce serpent ?» questionna quelqu'un. « Pardi, si je l'ai vu, comme je te vois là, il était énorme, mais énorme, avec des écailles grosses comme la main et qui brillaient. Boudiou, mais c'est une catastrophe, déplorait-on de toutes parts. » Léon continua son récit sous l'œil amusé de quelques buveurs attablés qui avaient flairé la bonne blague, connaissant l'humeur joviale de leur ami. Ceux-ci, pour jouer le jeu, adoptaient la mine la plus affectée, sans imaginer un instant que l'événement allait prendre une proportion aussi démesurée que le monstre. Léon ne s'arrêtait pas de parler. « Oui, une bête épouvantable. Oh, je me suis pas attardé, j'ai enfourché mon vélo et vite fait file à Saint-Martin. J'ai pris des bottes, sinon vous m'auriez pas cru. Je les laisse. Si par hasard quelqu'un les demande, c'est les bottes de ce pauvre Fernand. »« Bois un coup, Léon, que toutes ces émotions allaient te chambouler, » proposa le patron du bar, jetant un clin d'œil complice aux habitués. Pour ceux qui ne connaissaient pas Léon, c'était une nouvelle extraordinaire, on n'en revenait pas. Personne ne se posait de questions quant à l'origine soudaine de semblables reptiles dans une région dépourvue de serpents, hormis quelques orvets inoffensifs, autant que les rares couleuvres attirées par l'humidité des hautes herbes. Dans l'immédiat, on pensait surtout à prévenir les gendarmes. Léon saisit son verre, avala une gorgée, puis une autre. L'étonnement venait subitement d'assécher les gosiers. Parmi les clients, un certain Gabian, ainsi le surnommait-on, alla prévenir la gendarmerie. Gabian assurait la fonction de valet au mas de Belle-Ombre, à Raphaël, le village voisin. Il cala son vélo contre le mur de la brigade, traversa la cour et pénétra dans le bureau. Le récit qu'il fit aux gendarmes était des plus épiques. Ceux-ci prirent la chose au sérieux, avec une certaine réserve, toutefois. L'après-midi était avancé. L'arroseur des poulagères rentrait sur Saint-Martin, les pieds nus et la tête lourde. Ignorant qu'il était l'objet d'une rumeur qui se propageait déjà, il s'arrêta au café et y trouva ses bottes qui trônaient sur le comptoir. Le patron semula la surprise. « Mais alors, il t'a recraché le serpent que t'as l'air tout ahuri ?»« Le serpent ? Quel serpent ?» fit Fernand décontenancé. « Celui qui t'a avalé tout cru ce matin pendant que tu arrosais. Léon a tout vu, il nous a fait un brave tintouin. »« Sacré Léon, c'est donc lui qui m'a piqué mes bottes pendant que je faisais la sieste, et moi qui les cherchais de partout.
Se retournant vers la salle, il ajouta d'un ton goguenard « Ce serpent, il a du goût, parce que mes bottes, tellement le cocotte, il risquait pas de les digérer !» La farce connaissait son dénouement de la bouche même de la victime. Une galéjade de plus à inscrire au palmarès de la mémoire populaire. Fernand s'en tirait à bon compte. Léon l'avait surpris à l'abri d'une haie de cyprès, tendrement enlacée avec la femme d'un Saint-Martinois bien connu. Pour le prix de sa discrétion, il s'empara des bottes et inventa une histoire. Le lendemain, à la première heure, 2 gendarmes à bicyclette prirent le chemin du mas de Belle-Ombre. Ils venaient poser quelques questions à Gabian. C'était la récolte de foin, la première coupe de mai. Léon était venu prêter main forte aux faneurs. Du près, il aperçut les uniformes. Avant que les brigadiers ne fussent arrivés à hauteur du mas, Léon enjamba le fossé et se dirigea droit vers eux. Les représentants de la loi posèrent un pied à terre. « Ben vous alors, on peut dire que vous tombez bien, » lança Léon aux 2 Pandores. « Figurez-vous que ce matin, comme j'arrivais avec mon charton et mon âne en face du mas de Boussard, que je filais vers la Chapelette, et qu'est-ce que je vois? Un serpent !» À présent, le canular faisait appel au concours involontaire de la maréchaussée. Les gendarmes se regardèrent. Léon marqua un temps d'arrêt, puis continua avec la même agitation que la veille. « Une sacrée bestiace, je vous assure, avec des yeux comme des phares de voiture. Des yeux vicieux, je vous dis que ça. Vous savez, j'ai fait la guerre de 14, et j'en suis encore retourné. » Pour une évidence, c'était une évidence. Un deuxième témoin affirmait avoir vu l'animal sans qu'on ait eu à le questionner. Perplexes, les gendarmes n'en croyaient pas leurs oreilles. Il y avait donc bel et bien du serpent là-dessous. Caché par une meule de foin, Gabian ne perdait pas un mot de la discussion. Il préférait ne pas se montrer trop vite. Il attendait le dernier moment. Lorsque les gendarmes furent sur le point de partir, il fit mine d'arriver. Gabian était dans le coup. Il n'allait pas contredire son ami. Au contraire, dans le détail, il corrobora ses dires, tout au moins ceux qu'il venait d'entendre. De retour au bercail, l'un des 2 gendarmes s'attabla à sa machine à écrire et, dans un cliquetis sonore et irrégulier, s'appliqua à rédiger un rapport circonstancié sur l'existence prétendue du serpent de Belle-Ombre. L'affaire du serpent se confirmait. Les fonctionnaires de la République s'y employaient en bonne conscience. Le soir même, Léon alla colporter la nouvelle au bar du commerce. À Raphaël. Rien de tel qu'un bistrot pour faire du moindre propos une vérité absolue. Quelques clients sirotaient, la porte s'ouvrit, les têtes se tournèrent, le silence se fit. Avec la ferveur du diseur de bonne aventure, il raconta l'anecdote sans omettre ni la couleur des yeux, ni le calibre des écailles. « Et cette couleuvre, elle fait bien 10 mètres de long, il y a danger là. Sûr, elle doit rôder autour des masses. » D'une bouche à l'autre, la rumeur s'amplifiait. Les soirs suivants, alors que l'obscurité étendait ses ombres sur la campagne tranquille, c'était à celui et à celle qui avait la vision la plus spectaculaire. On croyait voir un serpent derrière chaque buisson, au creux de chaque fossé, toujours plus gros et toujours plus affreux à mesure que l'histoire se propageait. Désormais, les lochs d'Écosse n'étaient plus les seuls endroits où se profilaient d'étranges formes à la nuit tombée. Au village, on frémissait. Un journaliste eut vent de l'événement. Rédacteur au Petit Provençal d'Arles, il entreprit une enquête auprès des éventuels témoins qui se révélèrent être assez nombreux. Il n'eut pas loin à chercher, est-il meilleur endroit qu'un café pour se faire entendre. Aucun des villageois ne se fit prier pour raconter la fable avec force détail.
Jamais de mémoire de paysan on n'avait vu semblable créature avec des yeux aussi démesurés que les écailles, à vous pétrifier sur place. Le lendemain, le journal titra « Et si le serpent de Belle-Ombre était vivant ?» L'article ne lésinait pas sur les origines supposées de la bête. On pouvait lire qu'un python de bonne taille s'était échappé de la ménagerie d'un cirque qui s'était récemment installé sur la place de la Croisière à Arles. Le reptile aurait cru opportun de venir s'établir dans la commune voisine, plus rurale à son goût, au préjudice des riverains. Le surlendemain, le petit Marseillais s'empara du scoop. Le correspondant surenchérit, accréditant les hypothèses les plus invraisemblables. On ne comptait plus les observateurs, à se demander comment l'animal pouvait apparaître simultanément en tant de lieux aussi distants les uns des autres. Le pastis suffisait à peine à désaltérer les bouches avides de nouvelles. Chaque jour, un nouveau détail alimentait le tumulte. Dans les fermes, c'était l'effervescence, on craignait pour les moutons, pour la volaille. Une pauvre vieille, qu'on surnommait allègrement la mère pète sec, promenait sa carcasse de masse en masse. À qui voulait l'entendre, elle relançait sa proposition, toujours la même. S'avançant dans la cour, sous les aboiements de quelques chiens, elle annonnait de sa voix éraillée « Si des fois vous trouvez une poule ou un canard que le serpent aurait tué, même légèrement, apportez-le-moi que j'en fasse du pâté pour soigner les rhumatismes. » Cette histoire de serpent, aussi singulière qu'elle fut, prit une telle ampleur que les journaux de Marseille lui réservèrent la une après une série d'épisodes à la page des brèves. Les quotidiens rivalisaient de précision. Si l'un écrivait que le serpent avait des écailles grosses comme des pièces de 20 francs, l'autre argumentait de plus belle le lendemain en affirmant que les écailles avaient la dimension de plaques de camion. Tout le département était en émoi. On se demandait à quoi pouvait ressembler ce phénomène. Par un bel après-midi du mois de juin, une de chevaux roulait tranquillement sur la route de Belle-Ombre. D'ordinaire, la chose était rare, mais depuis quelque temps, les voitures affluaient. Elle attira cependant le regard d'un petit garçon qui pêchait au bord d'une roubine. La voiture s'arrêta à hauteur de l'enfant. C'était un couple venu de Marseille, la grande ville que peu de villageois avaient vue. « Dis-moi, Pitchoun, j'ai vu dans le journal qu'il y avait un serpent par ici. Et où ce serpent ?» questionna le conducteur. Le gamin ne répondit pas. Il regardait l'automobile. Il regardait les deux phares saillants à l'avant. De gros phares, semblables aux yeux du serpent. Du moins, telle en était l'image dans la mémoire collective. « Alors, petit, tu le sais, toi, où se cache ce serpent? Tu peux nous le dire, dis ?»« Il est prisonnier maintenant, » répondit timidement l'enfant. « Il a fini par l'attraper, tu te rends compte ?» dit-il à la femme qui l'accompagnait. « Et vous voulez le voir, monsieur? Voilà Saint-Martin de Crau. »« D'accord, on y va. Mais on peut le trouver où, ce serpent, Saint-Martin ?»« Vous ne le verrez pas, monsieur. Il faudra venir le mois prochain. Je crois que c'est le 2e dimanche. » Le Marseillais fronça les sourcils. « Ah bon? Et voilà montrer au public. Il faudra payer pour le voir, je parie. » Et la voiture s'éloigna sur un malentendu. L'enfant parlait de toute autre chose. À Saint-Martin-de-Crau, en ce dimanche de juillet, c'était la fête votive. Les chars étaient fleuris comme il était de tradition pour les corsos. Pour honorer la coutume provençale, chaque défilé avait sa tarasque. Un monstre imaginaire sur qui rejaillissaient tous les maux du village, un bouc émissaire rempli de paille et parfois de feux d'artifice qui finissait dans les flammes à l'issue d'un procès nocturne. Pour l'occasion, et comme pour dissiper la confusion qui avait envahi une grande partie des Bouches du Rhône, on allait brûler le serpent. Une fois pour toutes, on allait mettre un terme à la rumeur. À l'aide de grands sacs de toile de jute bourrés de foin et cousus les uns aux autres, les organisateurs avaient confectionné un gigantesque cordon affublé d'une tête cauchemardesque, digne des dragons les plus hideux.
On avait installé la tête de l'épouvantail sur une remorque tirée par un camion à gazogène, tandis que le corps traînait sur le sol, laissant voler derrière lui un nuage de poussière. Juché sur le char, Léon, déguisé en chasseur dernier cri, tenait sous sa botte droite la tête du reptile désormais inoffensif. Fernand, Gabion, tout le monde était là, se gaussant d'un aboutissement aussi public que risible. Au milieu des pétarades, le char emprunta la route principale accompagné par les joueurs de fifre. Il gagna la place de la mairie. L'attelage s'arrêta, on détacha le monstre pour le fixer à une potence à la vue du bon peuple. La foule s'agglutinait en un cercle désordonné autour du serpent de Belle-Ombre qui avait fait couler autant d'encre que le pastis. Une jeune fille en costume d'arlésienne prononça la sentence. On craqua une allumette. Un fifre engagea une ritournelle. Une farandole se dessina autour de la silhouette embrasée qui irradiait sa lumière sur les visages rieurs, sur le feuillage des platanes, sur la façade de la gendarmerie. Dans la foule, un couple de Marseillais applaudissait. Une gerbe d'étincelles surmontait une colonne de flammes pour se perdre dans le pourpre infini du ciel de Provence.